Bonjour, je suis citoyen français, je suis gaulois, je paye trop d'impôts, je m'en vais, je prends mes affaires, je suis Gérard Depardieu. Ah, tu veux savoir pourquoi je pars? Eh bien, assieds-toi mon ami, je vais t'expliquer tout ça. En France, il y a deux types de pigeons. L'un tu le manges, l'autre tu le dépouilles. Je leur ai payé 145 millions d'impôts en 45 ans et je n'ai même pas reçu une lettre de remerciement. En France, on est taxé entre 0,5% et 1,5% sur la fortune et 45% d'impôts sur le revenu. Et tout ça pourquoi? Pour que Flamby puisse payer l'essence de son scooter. C'est donc décidé, je pars en Russie et pas sur un stupide scooter. Pourquoi j'ai décidé de m'exiler fiscalement en Russie? Mais tu n'en as pas marre avec tes questions débiles. Déjà, la Russie n'est même pas un paradis fiscal, donc ce n'est donc pas une évasion fiscale, mais ce sont des retrouvailles amicales avec mon vieux pote Poutine. Après, c'est vrai que son pays est vachement plus attractif que la France. Les revenus locaux des personnes résidant moins de 6 mois par an est taxé à taux unique de 30%, alors que ceux qui résident à temps complet est taxé à 13%. Et contrairement à la France, il n'y a pas d'impôt sur la fortune. Alors les mauvaises langues diront que c'est la première raison de mon départ. Mais quand Poutine m'a envoyé une photo du banquet de nourriture avec un petit hashtag lunchtime normal in Russia, je suis parti dans l'heure de la France. Déjà, pour que je devienne résident fiscal russe en tant que résident français, je vais devoir y vivre pendant au moins 6 mois de manière continuellement. Sinon, je devrais devoir y vivre de manière habituelle en percevant la majorité de mes revenus. En vérité, la question de la résidence fiscale est tranchée à partir de critères successifs. Le foyer d'habitation permanente, le centre des intérêts vitaux, le lieu de séjour habituel, la nationalité. En clair, sauf si je réside la plupart du temps en Russie avec compagne et enfants, je devrais continuer à payer mes impôts en France si je veux continuer mes activités, restaurants, cinéma, vignobles. Les paradis fiscaux sont des territoires alliant secret bancaire et une faible taxation des avoirs. Ces territoires répondent à 4 critères. Peu ou pas de taxation, un secret bancaire strict avec des obligations admises par la loi, une grande facilité d'installation et enfin une loi sur les trusts très développée. Mais au final, qu'est-ce qu'un trust? Un trust est une grande entreprise qui en a racheté d'autres, plus petites, afin de limiter la concurrence et de gagner de l'ampleur au sein du marché. Le problème avec les paradis fiscaux, c'est que les impôts sont là pour permettre à nos institutions et nos services publics de fonctionner. Elles assurent également un rôle de distribution sociale pour limiter l'accroissement des inégalités. Mais certains refusent ce contrat avec l'État et décident d'aller s'installer dans d'autres pays proposant une fiscalité plus avantageuse et deviennent alors résidents fiscaux. Cette technique est légale. Si nous ne sommes pas d'accord avec le contrat social de notre pays, nous pouvons nous installer ailleurs à condition qu'un autre pays nous accueille. C'est l'optimisation fiscale. Le problème, c'est que certains veulent les deux. Ils veulent profiter du système social et des services publics sans payer leurs impôts. On approche alors de la frontière de la légalité. Un fraudeur voulant placer son argent dans un paradis fiscal ne veut pas que le fisc de son pays le sache car il pourrait être sujet à des redressements et à des amendes. C'est là qu'interviennent les comptes offshore. Ces comptes ont 4 avantages pour les fraudeurs. Une grande discrétion, une fiscalité avantageuse, une réglementation souple, mais aussi la possibilité de dissimuler son identité pour échapper au fisc. Les pays d'origine perdent donc de l'argent car les entreprises elles ici utilisent des paradis fiscaux pour alléger leurs dettes fiscales. À cause de ce manque de réglementation et de contrôle, l'argent sale peut circuler plus facilement. L'opacité en vigueur dans ces juridictions cache bien souvent des financements d'activités criminelles allant du blanchiment d'argent au trafic de drogue, voire au terrorisme. Oui, mais alors, on fait quoi contre tout ça? À partir de 2018, beaucoup de pays ainsi que certains paradis fiscaux ont décidé de mettre terme au secret bancaire et de coopérer afin de faciliter l'identification de fraudeurs fiscaux. Une loi vient d'être créée, obligeant les intermédiaires financiers et les banquiers à connaître la personne réelle qui se cache derrière les sociétés écrans et de transmettre l'information en cas de problème. Étant donné que ce sont les banques qui créent ce genre de comptes offshore pour leurs clients les plus fortunés, est-ce que ce serait pas un peu bizarre de leur confier le rôle de gendarme? En fait, dans le fond, est-ce qu'on a vraiment envie de régler ce problème? Bon ben salut hein, moi je pars.